Bonjour tout le monde, on est beaucoup aujourd'hui, on a environ 33 participants. Je vous souhaite la bienvenue à ce PR en direct. Je m'appelle Sophia et je travaille au Bureau des affaires francophones de l'Université Laurentienne à Sudbury en Ontario. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous pour cette prochaine demi-heure. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter M. Richard Léveillé. M. Léveillé a une feuille de route impressionnante. Il est professeur associé au département de sciences de la Terre et des planètes de McGill et au cégep aussi de John Abbott College. Il est l'un des 30 scientifiques participants à la NASA au Mars Science Laboratory. Il travaille aussi étroitement avec l'instrument TIMCAB sur le Curiosity Rover. Et il a aussi passé de nombreuses années à travailler comme chercheur scientifique à l'Agence spatiale canadienne. Bonjour, M. Léveillé. Bonjour, merci Sophia. On a quelques problèmes techniques en ce moment. On ne le voit pas, mais il est avec nous. Alors, avant de commencer la présentation, j'aimerais aussi vous mentionner quelques petites choses. Premièrement, il va y avoir une période de questions vers 11h30. Alors, n'hésitez pas de prendre des notes pendant la présentation et de préparer des questions. Toutes les questions sont bonnes et M. Léveillé est là pour les répondre. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous, des classes qui nous ont envoyé des questions d'avance, donc merci beaucoup. On va essayer d'en répondre le plus possible et aussi tout en répondant à celles qui sont envoyées en direct. Comment poser une question virtuellement? C'est simple. Vous avez l'option Converser en haut de l'écran. Donc, une petite section chat ou clavardage va ensuite s'ouvrir et vous pourrez nous écrire votre question. C'est important aussi de sélectionner l'option Tout le monde pour que tout le monde puisse voir la question et pas juste M. Léveillé et moi. Donc, sans plus tarder, je cède maintenant la parole à M. Richard Léveillé. Alors, merci beaucoup et bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui de la planète Mars et de l'exploration de la planète Mars et même de quelques petites recherches que nous faisons sur Terre pour peut-être mieux comprendre la planète Mars. Alors, parfois, on peut envoyer des sondes très spécialisées, très loin sur d'autres planètes, mais malheureusement, nous avons des problèmes techniques sur Terre. Alors, vous ne me verrez pas ce matin, mais j'ai des belles images pour vous montrer. Alors, commençons par comparer, évidemment, les deux voisins planétaires, dont Terre à droite, je crois que vous allez la reconnaître, et Mars à gauche. Alors, Mars est une de nos deux voisines avec Vénus de l'autre côté. Alors, on va se concentrer sur Mars aujourd'hui. Et comme vous pouvez voir, Mars est une planète plus petite, donc moins massive, moins grande, et il y a des différences assez évidentes, je pense. Premièrement, la Terre, vous voyez très bien qu'elle est recouverte de beaucoup d'eau. Alors, toute cette belle couleur bleue. Et aussi, on peut voir des couleurs de vert et de brun, donc toutes les différentes roches et bien sûr la végétation et les nuages dans une atmosphère assez important. Comparativement, Mars, elle est assez dénudée, donc on voit les roches et le sol exposés. Il n'y a pas d'eau liquide à la surface de Mars. Il n'y a pas de végétation. En fait, il n'y a pas de forme de vie qu'on a recensé encore. Et Mars, elle a une petite atmosphère peu dense, mais quand même présente, mais beaucoup moins importante que celle sur Terre. Sinon, c'est des planètes qui se ressemblent, c'est des planètes qu'on dit rocheuses. Et comme vous allez voir, elles ont évidemment des roches semblables entre elles. Mars est notre voisine la plus intéressante pour plusieurs raisons, dont je vais mentionner un peu plus tard. Et donc, elle est très occupée. Donc, il y a quasiment des problèmes de circulation à la planète Mars. Donc, en ce moment, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 satellites en opération autour de Mars et 2 robots mobiles à la surface. Donc, le robot Opportunity de la mission Mars Exploration Rovers et le robot Curiosity de la mission Mars Science Laboratory. Moi, j'ai un petit faible pour Curiosity. C'est le dernier des robots mobiles ou des astromobiles qui parcourent la surface de Mars. Et c'est avec elle que j'ai eu la chance de travailler depuis quelques années maintenant. Donc, en plus des satellites qui tournent autour de Mars et qu'on a envoyés auparavant, nous avons réussi à
atteignent la surface de Mars à quelques reprises depuis les années 1970. En ce moment, j'ai mentionné Opportunity, qui est là depuis plusieurs années, même au-dessus de 10 ans maintenant, et Curiosity, qui est là depuis 2012. Donc, ces deux astromobiles-là fonctionnent encore, tandis que les autres missions qui ont atteint la surface de Mars ne sont plus fonctionnelles. Donc, elles ont eu des durées de vie ou elles ont rencontré des problèmes techniques. Alors, vous savez, la planète Mars, les conditions sont assez extrêmes, des températures très basses. On frôle parfois les moins 80, moins 90 degrés Celsius, des vents très forts et beaucoup de radiation à la surface, car l'atmosphère protège moins la surface de Mars que sur Terre. Alors, si vous voulez vous faire griller très bien, la planète Mars est un bon endroit, car les rayons UV du Soleil pénètrent très bien dans l'atmosphère parce qu'il n'y a pas de couche d'ozone comme sur Terre, comme dans l'atmosphère sur Terre. Alors, nous sommes allés à quelques endroits, mais en fait, si on regarde ça du point de vue de la grosseur de la planète, il y a très peu d'endroits où nous sommes allés. Donc, les informations que nous avons obtenues de ces missions nous donnent un bon aperçu de la surface de Mars et de sa composition et des conditions qui existent aujourd'hui et aussi les conditions qui ont existé dans le passé. Mais en même temps, c'est quand même une grande planète avec beaucoup de diversité au niveau des environnements et des conditions qui existent à la surface et qui ont existé dans le passé. Donc, même si on est allé à plusieurs reprises, nous voulons continuer d'y aller et on va y revenir un peu plus tard. Alors, voici un dessin du robot Curiosity, alors assez impressionnant. Curiosity a la grosseur environ d'une petite auto. On la compare souvent à la grosseur d'une Mini Cooper, si vous connaissez cette auto. Et c'est vraiment un laboratoire ambulant. Alors, la mission s'appelle Mars Science Laboratory. Et donc, le robot, c'est vraiment un laboratoire mobile avec plusieurs instruments scientifiques à bord. Et on les voit ici. Je ne les nommerai pas tous, mais on va parler de l'instrument APXS qui est situé sur le bout du bras et c'est un instrument canadien, donc une contribution canadienne à cette mission qui est une mission de la NASA, donc des États-Unis. Et l'instrument canadien permet de mesurer la composition chimique des sols et des roches, qui est une information vraiment importante pour les scientifiques comme moi, qui ont une formation en géologie, c'est-à-dire qu'on étudie les roches et les minéraux dans les roches et dans les sols pour savoir un peu sur l'histoire de la planète Mars. Un autre instrument que j'aime bien, c'est l'instrument ChemCam, qui est un instrument sur le mât du robot, donc c'est comme son œil magique, et cet instrument tire un rayon laser jusqu'à quelques mètres de distance et aussi permet de trouver la composition chimique des sols ou des roches. Alors, c'est vraiment un laboratoire exceptionnel et nous sommes contents de l'avoir sur la planète Mars. Alors, Curiosity a été lancé en novembre 2011 sur une fusée de la Floride au Cap Canaveral. Certains d'entre vous sont peut-être allés visiter cet endroit. Alors, un lancement magnifique, un beau soleil, un beau samedi matin ensoleillé. Et après avoir voyagé 544 millions de kilomètres en à peu près 8 mois, donc 253 jours, Curiosity s'est posée au sol. Alors, on parle de amarcissage et non d'atterrissage. Donc, elle a réussi à se poser au sol le 5 août 2012 dans la soirée à l'heure de Californie. Alors, c'était les petites heures du matin du 6 août ici sur la côte Est. Et j'ai eu la chance d'être présent en Californie au NASA Jet Propulsion Laboratory, JPL, avec beaucoup de scientifiques. Vous les voyez dans la photo du bas. Très heureux, évidemment, du succès une fois que nous avons eu le signal que le robot était posé au sol. Et par la suite, les premières images qu'on voit en bas à droite, tellement content de les avoir et d'être rassuré que le robot était correct au sol. Que nous avons posé chacun devant la photo tellement qu'on était content.
Alors, la mission a débuté en 2012, donc ça va faire bientôt 5 ans que Curiosity est en fonction sur Mars et nous fait découvrir des choses magnifiques. Alors, voici encore la même image de la planète et l'endroit où Curiosity s'est posé. C'est un endroit près de l'équateur de Mars et on va faire un zoom ici sur un endroit qui s'appelle le cratère Gale. Alors, c'est un cratère d'impact assez gros, environ 150 km de diamètre. Et vous voyez en plein milieu, il y a une grosse montagne qui s'appelle le mont Sharp. Alors, une montagne très intéressante. Et Curiosity s'est posé dans le petit ellipse que vous voyez en bas de l'image. Et on va faire une tentative. Alors, Curiosity s'est posé en bas ici, à peu près au centre de l'ellipse. Alors, l'ellipse, c'est comme la cible où nous visions avec la fusée qui a été lancée de la Floride. Et après tous ces millions de kilomètres, Curiosity s'est posé à environ 200 mètres du centre de l'ellipse ou du centre de la cible. Alors, quand même très bien visé par les ingénieurs du projet. Et donc, depuis 5 ans, Curiosity se promène à la base du mont Sharp et depuis quelques mois, commence à monter du bas du mont Sharp. Alors, c'est un endroit que les scientifiques veulent explorer. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans les roches de cette montagne et des roches qui nous racontent un peu le passé de Mars. Et comme vous allez voir, Mars du passé était très différente de Mars du présent. Alors, une des premières mosaïques d'images, donc Curiosity s'est posée, comme je vous ai dit, près du mont Sharp. On voit ici l'ombre du robot dans l'avant-plan et en arrière-plan, évidemment, le mont Sharp. Donc, on voit très bien la montagne. Curiosity s'est posé sur ses 6 roues. Alors, c'est un véhicule à 6 roues et avec un appareil assez innovateur. Donc, ça s'appelle le Sky Crane ou une espèce de grue aérienne qui a déposé le robot tranquillement sur ses roues avec, vous voyez, des rétrofusées qui tirent vers le bas pour ralentir. Et on voit très bien vers la droite l'endroit où ces rétrofusées-là ont déplacé des cailloux et la poussière à la surface. Donc, un amortissage très bien réussi. Et donc, Curiosity s'est mis au travail à analyser le paysage, mais aussi à analyser de près certaines roches qu'on pouvait voir. Et tôt dans la mission, nous avons trouvé des roches assez intéressantes, des roches qui n'avaient pas été trouvées auparavant sur Mars lors d'autres missions. Et ces roches, vous voyez, si vous regardez attentivement en haut, par exemple, il y a des petits cailloux arrondis. Donc, vous voyez l'échelle ici, 1 cm. Donc, c'est des cailloux assez gros, quelques millimètres de diamètre et même jusqu'à 1 cm ou plus. Et ils sont assez arrondis. Alors, sur Terre, on voit ça très bien dans des roches qu'on appelle des conglomérats. Et c'est des roches qui sont formées par l'action de l'eau. Alors, les cailloux sont transportés dans l'eau et ils sont arrondis avec le temps et avec l'érosion causée par l'action de l'eau et les cailloux qui se cognent un contre l'autre dans l'eau. Alors, cette roche, qu'on pense bien être un conglomérat, nous démontre qu'à cet endroit, il y a très longtemps, sur Mars, il y avait un cours d'eau, un ruisseau, une rivière, une petite rivière. Et elle a déposé un sédiment, donc des cailloux qui se sont formés en roche avec le temps et avec une cimentation qu'on ne connaît pas encore les détails, mais les cailloux ont été cimentés ensemble. Alors, très intéressant parce que ça nous démontre que bel et bien à cet endroit-là, il y avait de l'eau liquide et on pense bien une rivière. Alors, plus loin, un peu plus loin, nous avons utilisé le bras robotique, en fait, à plusieurs reprises maintenant. Donc, vous voyez très bien le bras en action. Le bras se pose au sol et
dans le bras, il y a plusieurs instruments, ou c'est-à-dire au bout du bras, il y a plusieurs instruments. Et il y a aussi une mini-foreuse au bout du bras. Donc, on peut aller forer dans la roche. C'est ce qu'on voit dans l'image de droite, donc la photo avant et après. Et en bas à gauche, on voit le petit bout de la foreuse qui mesure environ 1,5 cm et qui va aller creuser un petit trou dans la roche. Pourquoi? Parce qu'on veut accéder à l'intérieur de la roche. Alors, la surface de Mars, elle est bombardée de rayons UV. Il y a beaucoup de fluctuations de température. Il y a beaucoup de vent et de l'oxydation chimique. Donc, c'est pour ça que tout est rouge à la surface, parce qu'en fait, tout est rouillé. Le fer qui est contenu dans la poussière et dans les roches est rouillé à la surface. Mais vous voyez, à l'intérieur de la roche, elle est grise. Alors ça, c'est important pour les scientifiques parce qu'on va aller chercher une roche qui est plus pure, si on veut, ou moins affectée par les conditions à la surface. Et par exemple, si on veut chercher des traces de micro-organismes, des microbes qui seraient peut-être préservés dans la roche, on les trouverait seulement à l'intérieur de la roche et non à la surface où tout a été rouillé et affecté par les conditions extrêmes. Alors, avec ces résultats et bien sûr d'autres que je ne pourrai pas tous énumérer ici, et même des résultats de d'autres missions, on a un aperçu global de la planète Mars qui a évolué dans le temps. Donc, à droite, vous voyez Mars aujourd'hui, comme on la connaît, comme on peut la voir aujourd'hui avec un télescope ou avec une sonde spatiale. Mais Mars, il y a longtemps, donc on parle d'environ 3,5 milliards d'années et même un peu plus, on pense que Mars était plus chaude, donc le climat était plus chaud, et il y avait bel et bien de l'eau liquide à la surface. Bon, évidemment, c'est un dessin imagé par quelqu'un. Ce n'est pas une photo de Mars, il y a 3,5 milliards d'années. Donc, on ne sait pas exactement combien il y a eu d'eau, quelle était la nature de l'atmosphère et combien elle était plus chaude, la planète Mars, ou combien le climat était plus chaud. Mais évidemment, pour avoir de l'eau liquide à la surface, il devait faire plus chaud qu'il fait actuellement sur Mars. Alors, la planète, elle a eu une certaine évolution dans le temps. Elle a changé, le climat a changé, comme le climat change parfois sur Terre et elle a changé dans le passé. Alors, sur Mars, le climat a changé, mais de façon drastique. Alors, on est passé d'une planète avec de l'eau liquide et plus chaude à une planète très sèche et très froide aujourd'hui. Alors, si on recherche de la vie sur Mars, et c'est une des grandes questions scientifiques, donc est-ce qu'il y a de la vie sur Mars ou est-ce qu'il y a déjà eu de la vie sur Mars? En fait, les conditions dans le passé étaient plus convenables, si on veut, à la vie que présentement. Donc, il y a beaucoup de scientifiques qui croient que peut-être qu'il y a déjà eu de la vie dans le passé, mais qu'aujourd'hui, les conditions sont trop extrêmes, ne favorisent pas la vie et donc peu de chances qu'il y ait de la vie, du moins à la surface de Mars aujourd'hui. Donc, peut-être qu'il y en a eu dans le passé et bien sûr, on veut aller scruter les roches qui sont parfois très anciennes et qui pourraient peut-être contenir des traces de vie ancienne. Donc, on peut s'amuser à faire de récréer qu'est-ce que la planète Mars aurait eu lieu, avait l'air. Donc, par exemple, ici, quelqu'un qui a rajouté, si on veut, de l'eau dans le cratère Gale et qu'est-ce que le paysage aurait eu l'air. Donc, vous voyez le point où se situe le robot Curiosity. Il aurait été dans un grand lac à l'intérieur du cratère Gale et le mont Sharp aurait été une île dans ce lac. Donc, un environnement assez différent dans le passé qu'aujourd'hui. Donc, en gros, en résumé, les roches du cratère Gale qu'on voit ici révèlent d'anciens environnements qu'on dit habitables. Donc, les conditions existaient dans le passé pour que l'environnement sur Mars soit habitable, c'est-à-dire qu'on avait de l'eau liquide, car on pense que toute forme de vie a besoin d'eau liquide. Il y avait des sources de carbone, donc on trouve des composés de carbone dans les roches. Et bien sûr, il y avait des sources d'énergie, entre autres le soleil, et aussi des sources d'énergie chimiques présentes dans la roche, par exemple le fer ou le soufre
sur Terre peuvent être utilisés par certains micro-organismes comme source d'énergie. Alors, c'est quand même assez intéressant. Donc, les conditions étaient favorables à la vie dans le passé, mais nous avons malheureusement pas encore trouvé d'environnement habité, c'est-à-dire des traces de vie soit dans le présent ou des traces de vie passées qui seraient préservées dans les roches martiennes. Alors, pas de petit bonhomme vert encore, mais nous sommes intéressés par cette question et évidemment, nous allons continuer à pousser avec Curiosity, avec d'autres missions dans le futur, pour essayer de voir est-ce qu'il y a déjà eu de la vie sur Mars. Et quand on parle de vie sur Mars, généralement, on ne parle pas vraiment de petits bonhommes verts, ou, comme on peut voir ici. On parle de peut-être de formes de vie assez simples, comme des bactéries ou autres micro-organismes. C'est ce qu'on recherche et ce qu'on va rechercher avec d'autres missions futures robotisées. Alors, si les conditions à la surface de Mars ne sont peut-être pas si favorables à la vie, on peut se poser la question, peut-être sous la surface, il pourrait y avoir des environnements qui pourraient être plus favorables à la vie. Alors, on revient sur Terre et ça, c'est un endroit assez unique au nord de la Californie qui s'appelle Lava Beds National Monument. Alors, c'est un endroit avec des tunnels de lave, donc des tubes souterrains qui sont assez magnifiques. Vous en voyez un ici. Vous voyez une personne en bas à droite comme échelle. Donc, celui-ci a plusieurs mètres de grosseur. Et c'est des endroits qui se forment dans le souterrain, partout sur Terre où nous avons des coulées de lave, et même sur la Lune et sur Mars. Donc, je saute un peu les détails, mais en gros, on se retrouve avec des tubes ou des tunnels souterrains qui sont un environnement assez unique. Donc, voici quelques images de Mars, donc des images prises par des satellites, et on voit ce qu'on croit être des tunnels de lave, comme sur Terre. Donc, par exemple, au milieu, vous voyez qu'il y a un petit trou, une forme de puits de lumière, si on veut. Donc, le dessus du tunnel s'est écrasé, et nous avons une ouverture à peut-être une caverne ou une grotte souterraine. Alors, ça représente peut-être des environnements souterrains qui pourraient offrir un environnement protégé des conditions extrêmes de la surface. Alors, très intéressant du point de vue scientifique. Alors, nous travaillons actuellement à étudier ces tunnels de lave en Californie pour mieux apprendre sur la possibilité peut-être de formes de vie qu'il pourrait avoir sur Mars, dans des tunnels de lave sur Mars. Alors, je vous en ai montré des gros. Quelques-uns sont plutôt petits. Alors, parfois, c'est un peu du sport pour y entrer et sortir. Et on prend, par exemple, des échantillons d'eau. Parfois, il y a de l'eau liquide dans ces tunnels de lave. On prend des échantillons d'eau pour faire des analyses détaillées. Et parfois, il y a des minéraux qui se forment sur les parois, sur les murs. Et on analyse les minéraux parfois sur place et parfois on prend des échantillons aussi. Et on veut utiliser leur composition, qu'est-ce que ces minéraux nous disent sur les conditions qui existent dans ces tunnels ou aujourd'hui ou dans le passé. Et on s'intéresse aussi aux formes de vie qui s'y trouvent. Alors, on voit très bien qu'il y a des bactéries, par exemple, qui poussent le long des parois et on veut étudier qui sont ces bactéries, pourquoi ils sont là, quel genre de métabolisme est-ce qu'ils ont et est-ce qu'ils ont une forme de protection en étant dans ces tunnels-là. Et par la suite, ça peut nous indiquer un peu comment on pourrait aller rechercher peut-être des traces de vie de microbes semblables dans des tunnels de lave sur Mars. Alors, on étudie des choses sur Terre pour mieux préparer de futures missions martiennes. Donc, voilà la question qu'on se pose. Et bien sûr, vous avez sûrement entendu parler de missions habitées, donc envoyer des humains sur Mars.
On en voit dans les films, hein, comme Le Martien, The Martian, et la série Mars, que vous avez peut-être vu sur National Geographic. Et si les tunnels de lave peuvent protéger les micro-organismes, ils peuvent aussi protéger les humains peut-être un jour. Alors, il y a une idée qui circule que peut-être que les humains qui vont aller sur Mars pourraient s'installer dans des tunnels de lave pour justement leur offrir une certaine protection des conditions extrêmes à la surface, comme les fluctuations de température, les vents forts et surtout la radiation du soleil, donc ces rayons UV qui seraient assez dangereux pour les humains. Alors, peut-être un jour, nous allons nous trouver à l'abri dans un de ces tunnels de lave et, si tout va bien, nous pourrons peut-être s'émerveiller devant un coucher du soleil sur Mars, comme cette série d'images ici prises par Curiosity qui montre bel et bien le coucher de notre soleil, mais celui-ci vu du cratère Gale sur Mars. Alors, je vais m'arrêter là et je serai très heureux de répondre aux questions que vous avez. Merci beaucoup, M. Léveillé, c'était très intéressant. Je vais sauter tout de suite dans les questions parce qu'on en a plusieurs. Donc, la première de la classe de Pascal Huppé, pourquoi l'eau est disparue de Mars? C'est une grande question, mais dans les grandes lignes, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'eau sur Mars? En fait, il y a de l'eau sur Mars, mais elle est gelée. Elle est sous forme de glace. Donc, il y a des calottes glaciaires sur Mars, un peu comme sur Terre. Pas identiques, mais donc il y a quand même des grandes quantités d'eau sous forme de glace au pôle Nord et au pôle Sud. Et on pense aussi qu'il y a de la glace dans le sol souterrain. Donc, par exemple, le pergélisol au nord du Canada, c'est un sol qui est gelé en permanence, ou du moins pour plusieurs années. Donc, un sol qui ne fond pas ou qui ne se réchauffe pas assez l'été. Donc, on pense qu'il y a beaucoup de sols comme ça sur Mars. Mais en partie, c'est vrai que Mars a perdu une partie de son eau, entre autres parce qu'elle est moins massive que la planète Terre. Donc, en étant moins massive, elle a moins d'attraction gravitationnelle. Hein? La gravité est proportionnelle à la masse. Et aussi à cause de l'atmosphère qui est moins dense. Donc, c'est plus facile de perdre de l'eau avec une atmosphère moins dense. Donc, en partie, elle en a perdu, mais aussi en partie, une grande quantité d'eau qui était sûrement liquide dans le passé est maintenant gelée sous forme de glace. Est-ce qu'on sait d'où elle vient, cette eau, sur Mars? C'est une très bonne question aussi et probablement elle vient du même endroit que l'eau sur Terre, donc c'est-à-dire dans les particules et les astéroïdes qui ont été mis ensemble pour créer les planètes au tout début du système solaire et aussi par la suite des météorites et surtout des comètes qui se sont écrasés sur Terre et sur Mars et toutes les autres planètes. Donc, on sait que les météorites et surtout les comètes peuvent contenir parfois d'importantes quantités d'eau. Donc, c'est une combinaison de ces sources-là. Qui contrôle le robot Curiosity et parallèlement, est-ce qu'éventuellement, il va sortir du cratère Gale? Premièrement, la deuxième partie, non. Curiosity va rester dans le cratère Gale. Donc, c'est quand même un grand cratère de 150 km de diamètre environ. Aussi avec les rebords assez à pic. Donc, Curiosity n'est pas fait pour monter les pentes très abruptes. Et de plus, elle ne voyage pas rapidement comme peut-être nous en auto. Par exemple, depuis le début de la mission, il y a environ presque 5 ans, Curiosity a seulement voyagé un peu plus que 12 km. Donc, elle ne voyage pas rapidement comme on peut l'imaginer. Donc, la mission, la vitesse, si on veut, de la mission est assez lente. Et donc, on ne pense pas Curiosity va s'éloigner très, très loin
vous vous souvenez de l'ellipse d'atterrissage que j'ai montré. Donc, pas très loin de cet endroit et elle va se concentrer à la base du mont Sharp parce qu'il y a vraiment des roches intéressantes à la base de cette montagne-là qu'on veut étudier en détail. Donc, c'est un peu la suite de la mission de se concentrer sur la base du mont Sharp. Et l'autre partie de la question, la mission est opérée par le Jet Propulsion Laboratory en Californie. Donc, c'est un centre de la NASA. La mission, c'est la NASA qui l'a payé et qui l'opère. Donc, il y a une série d'ingénieurs et de scientifiques qui sont là-bas. Et en plus, des gens comme moi qui font partie de l'équipe scientifique, qui sont situés un peu partout dans le monde. Et donc, moi, je ne contrôle pas le robot, mais moi, j'aide à choisir, par exemple, des cibles qu'on va analyser avec soit les instruments qui sont au bout du bras ou avec, par exemple, le CAM-CAM. Donc, on se connecte par des séries d'outils en ligne, des outils de chat en direct, des courriels, toutes sortes de logiciels comme ça. Et on travaille à distance, tout le monde ensemble, avec une équipe là-bas en Californie qui font vraiment les manœuvres détaillées là, du robot. Et pourquoi vous avez choisi la planète Mars? Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous vous intéressez particulièrement à Mars? En fait, la planète Mars, elle est une des planètes qui ressemble la plus à la planète Terre, premièrement. Du moins des planètes dans notre système solaire. Hein. Vous avez peut-être entendu parler des exoplanètes qui ont été trouvées et annoncées dernièrement. Donc, dans notre système solaire, Mars est probablement celle qui ressemble le plus à Terre et aussi c'est notre voisine. Donc, pratiquement, c'est celle qui, avec Vénus, celle qui est la plus facile pour se rendre. Mais aussi à cause de ce grand changement qu'il y a eu dans la planète Mars au niveau de son environnement et de son climat. Donc, on sait maintenant, on est très certain que dans le passé, Mars était vraiment différente. Donc, il y avait de l'eau liquide, qu'elle était plus chaude. Et donc, il y avait des conditions beaucoup plus propices à la vie. Et peut-être c'est une des rares places dans le système solaire où il y a déjà eu ces conditions-là ou qu'il y a ces conditions-là aujourd'hui. Alors, donc, pour toutes ces raisons, on s'intéresse beaucoup à Mars et comme vous avez vu, il y a beaucoup de missions qui sont rendues sur Mars en ce moment. Concernant le robot Curiosity, est-ce que combien de temps la construction du robot a pris et quelle équipe s'est occupée de cette construction-là? Ah, c'est assez complexe, en effet, de construire un robot comme ça. Juste pour vous dire, le coût de la mission est d'environ 2,5 milliards de dollars, dollars US, si on veut. Et donc, c'est la NASA qui s'en occupe. Il y a eu différentes compagnies qui ont contribué à différentes parties. Mais tous sous la direction de la NASA et du centre du Jet Propulsion Laboratory. Et dans certains cas, comme par exemple l'instrument canadien, donc c'est une contribution d'un autre pays, donc dans ce cas-ci du Canada, donc l'Agence spatiale canadienne a payé pour et a fait fabriquer au Canada cet instrument qui a été ensuite assemblé aux États-Unis sur le robot. Donc, beaucoup de compagnies privées qui travaillent avec la NASA et avec l'Agence spatiale canadienne et avec d'autres agences spatiales dans d'autres pays. Et voilà. Et combien de personnes environ, est-ce qu'on sait le nombre de personnes qui ont été impliquées dans ce projet-là? Ah mon Dieu, je pense qu'à une époque, la NASA a estimé plus de 5000 personnes ont contribué ou ont eu un rôle à jouer ou continuent de jouer dans cette mission. Et juste pour, j'ai oublié de dire combien de temps, j'ai pas la durée de temps exacte, mais une mission comme ça, c'est environ 3 ou 4 ans. Peut-être même 5 ans. Et dans le cas de Curiosity, il y a eu des délais. Donc, elle était supposée d'être lancée plus tôt. Donc, il y a eu des délais pour des problèmes techniques. Alors, la NASA ne veut pas lancer quelque chose de si complexe, à moins d'être certain que vraiment tout fonctionne bien. Donc, c'est plusieurs années et dans certains cas, les instruments, avant même d'être construits version martienne, si on veut, il y a eu des prototypes dans des laboratoires, donc des chercheurs qui ont commencé à essayer de miniaturiser des instruments, à fabriquer des prototypes et par la suite, les versions actuelles qu'on a ont été fabriquées dans cette période de quelques années. Donc, dans certains cas,
Les instruments, ça prend une durée de 15-20 ans à développer. On part avec une idée, on fait des recherches, des essais au laboratoire, on fabrique un prototype et éventuellement la version qui va aller dans l'espace. Et vous savez, tout ce qui doit aller dans l'espace doit être très léger, très miniaturisé, parce que ça coûte cher d'envoyer des choses sur une fusée. Et elles doivent être aussi protégées pour l'environnement spatial. Donc, des conditions extrêmes dans l'espace, le froid, le vide, les radiations. Donc, ce n'est pas aussi simple que d'envoyer un ordinateur, par exemple, qu'on a sur Terre. Donc, ça doit être un ordinateur spécialisé pour l'espace. Et Curiosity utilise quelle forme d'énergie, quelle source d'énergie pour bouger? Ah, ça c'est très intéressant. Donc, vous avez peut-être vu des robots avec des panneaux solaires. Curiosity est trop gros pour utiliser des petits panneaux solaires. Donc, elles auraient besoin elle aurait besoin de panneaux beaucoup plus grands. Et donc, elle utilise un petit réacteur nucléaire, donc avec des radioisotopes. Donc, comme les réacteurs nucléaires un peu sur Terre qui produisent de l'énergie. Alors, elle est tout petite, située derrière le robot, et elle produit assez d'énergie pour que Curiosity opère dans la journée. Donc, même si ce n'est pas à la base de l'énergie solaire, Curiosity opère seulement, va fonctionner seulement dans la journée, parce que la nuit, il fait beaucoup trop froid. Et si elle devait rouler, par exemple, la nuit, quand il fait moins 80, elle aurait besoin de plus d'énergie. En fait, juste pour bouger le bras, ça prend une certaine température et parfois même, on doit réchauffer le bras pour pouvoir le faire fonctionner dans les journées plus froides. Combien de personnes on peut envoyer sur Mars, vous pensez? Est-ce que c'est possible d'une part? Et si oui, quel serait le bon nombre? Donc oui, c'est possible, bien sûr. Donc, il y a beaucoup d'agences spatiales et autres organismes qui veulent envoyer des humains sur Mars. Donc, je pense que ça va se faire un jour. Nous ne sommes pas tout à fait prêts encore. Donc, on doit évidemment envoyer un robot et envoyer des humains, ce n'est pas la même chose. Et si vous avez vu le film Le Martien, vous savez qu'une mission martienne va durer plusieurs mois. Donc, ce n'est pas une question de quelques jours ou quelques semaines. Et donc, on doit s'assurer que les humains puissent survivre, évidemment. Et donc, il y a beaucoup de développement technologique qui doit se faire avant qu'on puisse envoyer des humains sur Mars. Combien? Je ne sais pas. 3, 4, 5, 6 pour une mission, mais il y a des gens comme, par exemple, Elon Musk de SpaceX qui veut faire une colonie sur Mars. Et il imagine avoir une ville avec 80 000 habitants là-bas un jour. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas les réponses pour tout ça, mais je pense que c'est réaliste de s'imaginer une petite mission pour débuter, pour envoyer des humains et qui pourront faire plein de choses là-bas qui sont peut-être plus difficiles à faire avec un robot. Hein? Même avec nos robots avancés, on est quand même limité par ce qu'on peut faire là-bas sur Mars. En tout cas, ça fait rêver. Oui. Quel type de minéraux ont été trouvés dans les échantillons pris sur Mars? Beaucoup de minéraux, plusieurs. En fait, il y a un instrument à bord de Curiosity qui utilise des rayons X pour déterminer ou identifier les minéraux qui sont présents dans les roches et les sols. Donc, c'est des minéraux qu'on retrouve sur Terre, rien de très nouveau encore. Donc, c'est des roches à l'origine volcaniques, beaucoup des roches, des basales qu'on les appelle. Donc, c'est des roches, par exemple, qu'on retrouve à Hawaï ou en Islande. Et elles ont subi de l'érosion et de l'altération par l'action de l'eau, le vent. Donc, ça a formé des sédiments. Donc, par exemple, les petits cailloux que je vous ai montrés. Donc, on retrouve du quartz, des sulfates de calcium, le gypse, la pyrite, des feldspaths, donc des minéraux qui sont assez communs ici sur Terre. On les retrouve là-bas dans ces roches-là. Et évidemment, la quantité exacte et les variations dans les minéraux qu'on trouve, c'est une information très importante pour les scientifiques qui peuvent en déduire l'origine des roches ou les conditions dans lesquelles les roches se sont formées et, par exemple,
raconter l'histoire de l'eau liquide sur Mars. Très intéressant. On a ici une question probablement par rapport aux images ici qu'on voit du coucher de soleil. Alors, pourquoi est-ce que le coucher de soleil a des couleurs composées de couleurs froides comme le bleu puis le vert? Oui, en fait, les images de Mars, donc les conditions atmosphériques sur Mars sont différentes et les couleurs parfois sont différentes et il y a diverses façons de traiter les images. Donc, parfois, on les montre telles quelles, parfois on va jouer avec les couleurs un peu. Donc, dans ce cas-ci, je ne sais pas exactement ce qui a été fait, mais parfois, il faut faire attention parce qu'il y a eu justement un traitement d'image, soit pour démontrer un détail, ou soit pour faire plus beau, ou pour toutes sortes de raisons. Voilà. On a ici une question très précise, mais très intéressante néanmoins. Je sais que quand on utilise le LIBS comme méthode d'analyse, y a-t-il un risque de destruction sur la cible si celle-ci est vivante? À quelle profondeur envisage-t-on de creuser dans la mission 2020? Donc oui, ChemCam utilise un laser pour aller creuser un petit peu de l'échantillon. Et en fait, ça fait une petite étincelle, si on veut, quand le laser frappe l'échantillon. Et avec la lumière de cette étincelle-là, on peut déterminer les éléments qui sont présents. C'est possible que s'il y avait, par exemple, une bactérie ou une colonie de bactéries, c'est possible que le tir du rayon de laser pourrait en effet tuer les êtres vivants qui sont là. Par contre, on s'attendrait que s'il y a des bactéries à un endroit, à quelques millimètres plus loin, il y en aurait aussi. Donc, on ne pense pas que s'il y a de la vie sur Mars, on ne pense pas qu'elle est si rare qu'un tir du laser ou quelques tirs du laser va complètement l'éliminer. Et pour l'autre question, je pense que l'autre question parlait de la mission 2020. Alors, c'est le prochain robot que la NASA veut envoyer dans quelques années. Donc, en 2020, elle va être lancée et elle va creuser seulement quelques centimètres de profondeur, un peu comme Curiosity, mais la différence, c'est qu'elle va creuser des petites carottes de roches et ces roches seront préservées dans un contenant sur Mars pour éventuellement aller, avec une future mission, aller chercher ces échantillons-là ou le contenant et le ramener sur Terre. Donc, c'est ce qu'on dit un retour d'échantillon. Pourquoi on voudrait faire ça? Donc, ça va être très compliqué, mais on veut le faire parce que sur Terre, on a tellement plus de laboratoires et d'instruments et des instruments plus performants qu'on peut faire des analyses assez détaillées qu'on peut difficilement faire avec seulement un robot, même un robot exceptionnel comme Curiosity. Donc, il y a beaucoup d'intérêt pour retourner des échantillons sur Terre et pour les analyser en détail ici dans nos laboratoires. Et donc, ça, c'est la mission de la NASA. Il y a aussi l'Agence européenne qui envoie un robot en 2020. Donc, elle s'appelle ExoMars. Et elle aura une foreuse qui va aller jusqu'à 1 mètre ou peut-être un peu plus en profondeur. Donc, et elle pourra analyser les échantillons sur place. Donc, pas de retour d'échantillons dans ce cas-là. Donc, on veut vraiment aller chercher des échantillons sous la surface, comme j'ai mentionné. Alors, à suivre à partir de 2020. Super. Il est déjà 11h46. Je vais en profiter pour vous poser une dernière question. Donc, je l'aime bien cette question-là, serait-il possible que l'un d'entre nous fasse partie du groupe des astronautes envoyés à la planète Mars? Et moi, j'ajouterais un peu ma question. Et si oui, est-ce que vous avez des conseils pour les jeunes qui s'intéressent, par exemple, à l'astronomie, etc.? Oui, absolument. En fait, vous savez peut-être qu'en ce moment, l'Agence spatiale canadienne fait un recrutement d'astronautes, donc elle est à la recherche de nouveaux astronautes canadiens. Donc, vous pouvez suivre ça en ligne. Donc, il y a toutes sortes d'informations sur les candidats. Et si on regarde un peu plus loin, oui, absolument. Donc, on parle d'une mission avec des humains sur Mars. Bon, si on est très optimiste, dans les années 2020, probablement peut-être plus dans les années 2030 et par la suite.
Donc, oui, les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes ceux qui risquent peut-être d'avoir la chance d'aller vous poser sur Mars. Et donc, la question générale, comment on pourrait devenir astronaute? Ben, vous savez, souvent, il faut soit étudier en sciences ou en génie ou en médecine. Et bien sûr, avoir toutes sortes d'habiletés au niveau de la dextérité, au niveau de comment on peut performer sous le stress, des choses comme ça. Ou on peut aussi être, par exemple, pilote de chasse. C'est les deux avenues, si on veut, traditionnelles pour devenir astronaute. Il faut travailler fort, il faut être bon dans ce qu'on fait. Évidemment, c'est très compétitif, la sélection d'astronautes, mais ça n'en prend et il y a des possibilités. Alors, bonne chance pour ceux qui aimeraient voyager un peu plus loin que notre simple petite planète. Merci beaucoup. J'ai reçu beaucoup de commentaires qui vous remercient beaucoup de la présentation. Les élèves ont adoré, ont appris énormément grâce à votre partage et à votre présentation. Donc, merci beaucoup. Ben super, ça me fait plaisir. Puis oui, je regardais vite vite sur le chat. Oui. C'est pas évident de suivre tous les commentaires. Alors merci à vous. Désolé si je ne réponds pas à chaque commentaire, mais ça me fait plaisir de partager évidemment mes aventures sur Mars et sur Terre. Alors bonne chance dans vos études et peut-être à la prochaine. Merci beaucoup aux classes. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et vous pouvez vous tenir au courant des autres activités, des autres PR en direct via Partners in Research. On en a plein, environ une fois par mois. Donc, merci infiniment et passez une excellente journée. Au revoir. Au revoir.